Merci d'être avec nous ce matin, Bernard Fialaire, et de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu du Rhône, membre du groupe Rassemblement démocratique social et européen ici au Sénat, et vous êtes le rapporteur de la mission de contrôle sur la délinquance des mineurs. On va évidemment parler de ça dans quelques instants, mais d'abord, vous l'avez vu dans le journal, Elisabeth Borne a reçu les parlementaires hier sur la réforme des retraites, dont votre président de groupe, Jean-Claude Requier. Est-ce que vous savez ce qu'elle leur a dit ? Elle les a surtout écoutés, semble-t-il, d'après ce que m'a rapporté mon président. Je crois que vous avez bien entendu dans les messages, cette réforme de la retraite, tout le monde en parle. C'est bien, il y a un débat national. Après, je ne suis pas sûr que nos concitoyens s'interrogent beaucoup sur le véhicule législatif. Sur la méthode. Sur la méthode, est-ce que ça doit être un amendement ? Je crois qu'il y a une grande différence. Pendant 3 ans au Sénat, on a vu arriver au moment du PLFSS, projet de loi de finances de la Sécurité sociale, un amendement qui surgissait pour allonger la retraite. De la part de la majorité sénatoriale, de la droite. Sénatoriale LR, on a toujours voté contre parce que je pense qu'on ne doit pas aborder ce sujet. Mais maintenant, un sujet qui a été abordé par le président de la République pendant sa campagne, qui a donné des orientations, qui est quand même débattu, s'il y a beaucoup d'entretien, d'échanges avec les partenaires sociaux, avec les différentes formations politiques. Après, passer par que ce soit un amendement qui soit débattu, ou alors, bien sûr, ce qui serait mieux, un projet de loi, je pense qu'on est dans la technique. Mais ça veut dire que là, c'est un amendement de la part du gouvernement. Cette fois, vous voteriez pour ? S'il est suffisamment étayé, débattu, oui. Moi, je suis plutôt pour... Qu'est-ce qui change ? Vous dites que cette réforme est devenue indispensable pour vous, c'est ça ? Oui, je pense que... Mais d'une manière générale, au-delà même des finances de la sécurité sociale, c'est presque un projet de société. Depuis que la retraite était passée sous François Mitterrand de 65 à 60 ans, l'espérance de vie a augmenté de 10 ans. On travaille donc 5 ans de moins pour vivre 10 ans de plus. Je crois que c'est bien, c'est un progrès. On sait aussi, les recherches médicales le prouvent, que les gens qui n'ont pas un travail pénible, une fonction, ont une espérance de vie de qualité meilleure s'ils continuent à être impliqués, même professionnellement pour ceux qui le souhaitent. Enfin, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Simplement, celui qui est très difficile à chiffrer, c'est comment on fait prendre en compte la pénibilité. La pénibilité de certaines tâches qui réduit en revanche l'espérance de vie et la qualité de vie même à la retraite et qui doit être prise en compte. Mais justement, est-ce que tout ce débat peut se faire au milieu des débats sur le budget de la sécurité sociale qui sont déjà riches, ou est-ce que, comme le dit Bruno Retailleau, il faut un texte ad hoc pour avoir un débat ad hoc ? Alors, je crois que tout se défend en même temps. C'est bien une dépense sociale, c'est bien un moment où on va voter les orientations des finances, les recettes, les dépenses. On ne peut pas non plus en faire l'impasse. Je le disais, Bernard Fialaire, vous êtes le rapporteur de la mission de contrôle sur la délinquance des mineurs. Un des 4 rapporteurs. Un des 4 rapporteurs, exact. Faites-nous de le préciser. Vous avez rendu votre rapport hier, on va voir ce qu'il contient. Jérémy Heinzmann nous rejoint. Bonjour Jérémy. Bonjour Oriane, bonjour Bernard. On est ravis de vous accueillir dans cette émission Jérémy, et vous allez nous parler de ce rapport de Bernard Fialaire sur la délinquance des mineurs. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce texte ? Eh bien, il a été mené notamment par la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat. Et le rapport que vous avez coécrit dresse déjà un constat. On trouve très peu de statistiques fiables, claires sur la délinquance des mineurs en France. Elles existent seulement depuis 2016 et ne couvrent pas toutes les infractions, ne distinguent pas les crimes des délits, par exemple. Le rapport demande donc la mise en place d'un suivi statistique renforcé et donne tout de même quelques chiffres intéressants. Par exemple, la proportion des mineurs impliqués dans l'ensemble de la délinquance est de 20%, ce qui ne paraît pas énorme, mais en fait, ils sont très représentés dans les violences sexuelles sur mineurs, dans les vols violents, dans les coups et blessures volontaires sur moins de 15 ans. Autre chiffre notable, plus de 50% des mineurs primo-condamnés sont en état de récidive après leur majorité. Le rapport regrette également l'absence de prise en compte par les pouvoirs publics d'une donnée importante, les réseaux sociaux susceptibles de favoriser la délinquance des mineurs. Et Jérémy, parmi les 14 recommandations des sénateurs, beaucoup sont axées sur la prévention.
Oui, et notamment sur la lutte contre le décrochage scolaire. Les sénateurs pointent le manque de coordination entre les établissements scolaires et les missions locales sur le sujet et préconisent un suivi renforcé des jeunes décrocheurs, en particulier une meilleure prise en charge du décrochage scolaire avant 16 ans, l'angle oublié des politiques publiques, comme vous le dites dans le rapport. Et un chiffre intéressant qui illustre cette question, eh bien 15 500 jeunes de moins de 15 ans sont inactifs selon l'INSEE. Un dernier point, prévenir la délinquance dès le plus jeune âge, c'est aussi l'objectif du rapport, en luttant plus efficacement contre la violence scolaire dans les écoles primaires. Autre volet important du rapport, la lutte contre la récidive et la réinsertion des mineurs délinquants. Oui, il s'agit de renforcer leur accompagnement par la PJJ, donc la protection judiciaire de la justice. Les sénateurs notent un manque de moyens, d'éducateurs spécialisés et des mesures trop longues à se mettre en place, conduisant selon eux à un sentiment d'impunité ou de faiblesse de la réponse pénale. Et un point majeur de ce rapport, c'est la question, Oriane, des centres éducatifs fermés, créés en 2002. Il s'agit en fait de la réponse la plus sévère à la délinquance des mineurs. Les sénateurs demandent un programme d'évaluation de ces centres éducatifs fermés, mais aussi l'arrêt de la création de nouveaux centres pour donner en fait plus de moyens à d'autres formes de prise en charge. Alors une question pour vous, Bernard Fialaire. On a vu à Mayotte fin août le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui a demandé la création de lieux de rééducation et de redressement encadrés par des militaires pour les mineurs délinquants. Une proposition qui va un peu à l'encontre de ce rapport que vous proposez, qui est lui plus axé sur la prévention. Est-ce que le dialogue s'annonce un peu difficile avec l'exécutif sur la délinquance des mineurs ? Non, je pense que vous l'avez rapporté, vous l'avez dit, nous étions 4 rapporteurs, donc 2 pour la commission des lois sur la justice, 2 sur l'éducation pour essayer d'analyser la prévention et comment éviter ce basculement dans la délinquance des mineurs. Les chiffres sont... l'origine de ce rapport, c'était de faire le point 20 ans après un précédent rapport qui avait été fait sur la délinquance des mineurs avec des préconisations et savoir comment les choses avaient évolué. Alors, premier constat, nos données statistiques sont pas fiables actuellement. Pas fiables, c'est pas qu'on cherche à les masquer, mais il n'y en a pas en fait, c'est ce que vous dites, mais comment vous l'expliquez ? Il y en a beaucoup, mais qui sont par exemple discordantes entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Il n'y a pas de chiffre précis. Oui, comment vous expliquez ça ? Parce que c'est sûrement très compliqué, mais entre la plainte, entre la personne qui est poursuivie, entre la personne qui est condamnée. Quand elle est condamnée, si vous avez fait une agression à des biens, à des personnes, plus des outrages, ça fait trois motifs différents, mais c'est une seule personne. Donc les chiffres sont actuellement pas suffisants, et peut-être qu'il n'y a pas eu aussi une volonté politique suffisante pour qu'on se donne des outils d'avoir un véritable suivi pour une évaluation. On ne pourra bâtir une bonne politique de prévention de la délinquance que lorsqu'on aura des chiffres qui soient fiables. Donc ça, c'est la première partie du rapport, c'est de dire qu'il nous faut absolument des statistiques. Alors, les services statistiques qui font un travail, qui sont en train de mettre en place, mais il faut forcément du temps. Il faut du temps pour regarder en plus avec des choses qui sont importantes. On sait quel est le taux de récidive, vous avez dit, de 50% dans les 5 ans qui suivent pour un primo-délinquant. En revanche, lorsqu'il bascule, qu'il devient adulte, on a du mal à savoir s'ils ont commencé, lorsqu'un adulte est pris, s'il a été déjà délinquant mineur ou pas. Donc voilà, des choses qui soient compliquées. Vous dites dans le rapport d'ailleurs qu'il faut s'appuyer sur des enquêtes sociologiques qui sont bien plus détaillées que... Alors, il y a beaucoup d'endroits où il y a eu des enquêtes sociologiques. On a des bons sociologues en France. Il y en a aussi à l'étranger. On a comparé sur justement l'origine. Et une des premières choses, un marqueur en tout cas qui est important, c'est le décrochage scolaire. Alors ça ne veut pas dire qu'on a comme délinquants que des élèves qui sont des décrocheurs et que tous les élèves décrocheurs vont devenir délinquants, c'est pas ça, mais en tout cas c'est un marqueur extrêmement important et ça renvoie justement que ce soit la prévention, que ce soit l'accompagnement, la prévention après de la récidive, vraiment à replacer l'école et autour de l'enfant, c'est-à-dire qu'un enfant, il a un temps scolaire avec des règles et parfois il y a des bons élèves qui peuvent être délinquants parce qu'ils passent aussi un grand temps de sa vie dans la rue avec des règles différentes et dans une famille, dans sa famille, qui sont différentes. Et on s'aperçoit que l'encadrement des enfants, l'éducation nationale ne va pas dans la rue, elle ne va pas dans les familles,
En revanche, les services, par exemple, du département vont à la fois dans les familles et peuvent accompagner des enfants dans la rue, mais ne vont pas dans l'école. Donc là, il y a une meilleure coordination voilà, à avoir, en fait. fait. C'est un peu chacun dans son couloir et il faut que tout le monde se rejoigne. Et c'est important, le président de la République l'a dit d'ailleurs pendant sa campagne présidentielle, qu'il voulait rassembler autour de l'école les différentes collectivités, les différents intervenants pour arriver à prendre en charge. Eh bien, je crois que notre rapport est vraiment une illustration de la concertation et après de la décision, et après qu'il y ait un chef de file bien désigné, défini, qui puisse mener. On a vu, il y a des choses qui marchent en France. On a visité des cités éducatives, on a eu des choses qui fonctionnent très très bien, mais il faut qu'il y ait un leader, des gens qui s'en emparent et qui puissent avoir une autorité fonctionnelle sur l'ensemble de ces services. Est-ce que la priorité, parce qu'on l'a vu, ça demande une certaine coordination entre le ministère de l'Intérieur, de la Justice, de l'Éducation nationale. Vous parlez beaucoup de la prise en charge du décrochage scolaire dans la lutte contre la délinquance des mineurs. Est-ce que du coup la priorité doit aller à l'Éducation nationale et à ce ministère-là plutôt qu'à l'Intérieur ou à la Justice? Alors, la priorité, elle va au fonctionnement de l'Éducation nationale, qui doit aussi dialoguer et mettre en place des choses davantage avec les autres intervenants, qui sont pas tous, d'ailleurs, c'est pas que des ministères, c'est les collectivités locales, les éducateurs de rue qui s'occupent des enfants, les associations, il y a des associations qui font un travail remarquable d'accompagnement, doivent pouvoir être en dialogue et avec l'éducation nationale. Donc là, c'est finalement des compétences des collectivités locales, je l'ai dit, comme celle du département, comme même d'ailleurs pour l'orientation des régions qui sont aussi concernées pour qu'on puisse donner des perspectives à des enfants. Il y a des passages d'enfants délinquants qui sont pris en charge par nos structures de façon, on parle d'ailleurs de parenthèse enchantée, et on les replace après dans le milieu scolaire, parfois proximité des quartiers, avec la pression de la rue et des règles qui n'ont pas les mêmes codes et qui sont, on sait, potentiellement incitatives à la délinquance de certains mineurs plus fragiles. Est-ce qu'il y a une nouvelle forme de délinquance avec le cyberharcèlement? Est-ce qu'on est assez attentif à la question des réseaux sociaux? Alors, on sait qu'il y a vous avez raison, il y a une nouvelle délinquance qui est apparue avec ces moyens techniques, et c'est quelque chose, effectivement, on n'a pas, par exemple, de statistiques, assez de recul pour le savoir. On sait, dans toutes les auditions qu'on a fait, on sait qu'elle potentialise aussi elle potentialise le trafic de drogue, elle potentialise le harcèlement, voilà, c'est surtout un outil potentiel. Elle potentialise la possibilité de se retrouver pour des bandes, d'effacer. C'est vraiment les réseaux sociaux, enfin les nouveaux moyens numériques potentialisent l'ensemble des délinquances. Est-ce que vous parlez dans le rapport de certaines expériences réussies, l'école numérique des apprentissages à Avignon, la cité éducative de Bordeaux. Est-ce que ce sont des modèles à suivre? En fait, qu'est-ce que vous avez remarqué de positif et qui pourrait être généralisé? Oui, ça. Vous parlez, voilà, de la cité éducative, donc menée par l'Éducation nationale, numérique, la PJJ qui fait des choses très bien. Les associations, on a vu par exemple l'école des 15, une association qui fait faire du rugby à des jeunes garçons, des jeunes filles, qui les accompagnent en dehors des heures scolaires. Et des associations qui sont d'ailleurs acceptées dans les conseils d'école. Donc on a des exemples. Franchement, notre pays a aussi des idées, de la générosité et de l'efficacité. Bon, il faut que les choses soient diffusées. Merci Jérémy. Merci. À tout à l'heure dans le Club des Territoires. On va revenir sur l'audition de Gérald Darmanin. C'était hier sur la loi de programmation du ministère de l'Intérieur. À tout à l'heure Jérémy. On va continuer à parler de l'actualité avec vous. On va voir l'actualité du côté de chez vous, à Lyon. On va tout de suite retrouver Alexis André. Bonjour Alexis. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la publication de Lyon Mag. Et Lyon Mag qui sort un dossier la semaine prochaine sur la sécheresse dans le Rhône.
Oui, tout à fait. La sécheresse dans le Rhône et on s'intéresse notamment à l'agriculture. L'agriculture qui a évidemment souffert, qu'elle soit dans les monts du Lyonnais ou dans votre secteur, monsieur le sénateur, dans le Beaujolais. L'eau, le fourrage, les dates de plantation, de récolte, tout a été chamboulé. Un maraîcher me disait avec amertume que eh bien, les dictons des anciens n'étaient plus d'actualité. Alors chaque agriculteur a son lot de solutions assez simples selon eux à mettre en place, mais la plupart sont systématiquement attaqués, retoqués par des associations, par les écologistes. On parle de la création d'étangs de retenue d'eau ou même d'OGM. Alors ils ont l'impression que la préfecture et les parlementaires sont obligés de se ranger derrière des avis négatifs. Vous êtes, monsieur Fialer, l'un de leurs premiers interlocuteurs. Aujourd'hui, on attend, mais demain, c'est déjà une nouvelle sécheresse. Alors que faire pour la sécurité de leurs emplois et pour l'avenir de notre agriculture en France ? Bien. D'abord, je voudrais vous rassurer, hein, le Beaujolais va être très très bon. Bon, on en aura moins, justement la sécheresse. Plus rare mais meilleur, c'est ce que vous nous dites. Mais il sera très très bon. On a déjà goûté d'ailleurs le paradis, vous savez, le premier jus, et je peux vous assurer qu'il va être très bon. Donc, sérieusement, je crois que le réchauffement climatique est une inquiétude au-delà de l'épisode de sécheresse. Et on voit d'ailleurs, par exemple, des essais de plantation de nouveaux cépages qui sont plus résistants à la chaleur. On voit maintenant dans le Beaujolais, par exemple, planter du vionnier. Il y a des gens qui font aussi un peu de la syrah. Il y a aussi le gamaret, enfin des plants qui sont plus résistants d'ailleurs et qui nécessitent d'ailleurs moins d'intrants, parce qu'on est dans une véritable bascule et une forme de révolution agricole, de transition aussi écologique dans l'agriculture, oui, qui est d'ailleurs sur la commune dont j'étais maire auparavant, Belleville en Beaujolais, on a le seul lycée viticole de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et on voit que les enseignants, les étudiants maintenant de ces matières, eh bien, travaillent sur cette transition écologique et doivent le faire. Alors, la gestion de l'eau, c'est beaucoup plus vaste. C'est vrai que ça va sur tout le territoire. Ça comprend l'ensemble des productions agricoles, mais ça va aussi vers les réserves en eau après pour l'ensemble de nos concitoyens. Et vraiment un sujet extrêmement important. C'est pas moi, je suis pas ingénieur, hydrologue et qui peut vous trouver la solution. On débat beaucoup. Par exemple, je suis aussi dans la délégation à la prospective au Sénat, et je vous assure qu'on a eu déjà plusieurs auditions qui ont été faites, parce que le problème de l'eau dans les décennies à venir va être quelque chose d'extrêmement important localement, comme il va être sur le plan même international, une source même de génération de conflits. C'est vraiment quelque chose d'important. On va parler d'un autre sujet avec vous, Alexis. Vous intéressez aux déserts médicaux. La région lyonnaise est, comme d'autres, évidemment concernée par cette question. Tout à fait, et Monsieur Fialer, en bon centriste, s'intéresse évidemment à l'aménagement du territoire. Vous avez l'expérience du centriste, de l'ancien maire, vous l'avez dit, mais aussi du médecin. On attend encore l'impact en France de la fin du numerus clausus pour les études de santé. Et pendant ce temps, eh bien, ce sont les départements, les régions qui dépensent chaque année des millions. Certaines communes sont aussi obligées de fusionner, comme ça a été le cas de Belleville en Beaujolais. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a vraiment les clés aujourd'hui et la volonté d'accélérer cette lutte contre les déserts médicaux plutôt que de laisser les collectivités s'en charger et de dépenser sans compter? Ouais. Alors, d'abord, une petite nuance, c'est pas pour ça qu'on a fusionné les communes. On a plutôt rationalisé. Quand vous avez une agglomération, vous avez d'un côté de la rue une commune et de l'autre côté de la rue une autre, qu'un jour elles puissent être rassemblées, ça me paraît, ce serait plutôt une faute de ne pas l'avoir fait, et c'est sûrement pas pour le problème des déserts médicaux, puisqu'il n'y a pas de désert médical à Belleville. Au contraire, il y a presque une surpopulation médicale, et pourtant les gens ne trouvent pas de médecins disponibles, des nouveaux habitants pour être le médecin traitant. Je crois qu'il faudra qu'on s'interroge globalement et puis qu'on mette bien sur la table l'ensemble de la situation de la santé. On est quand même dans un pays où on peut parler de désert, mais malgré tout, si vous avez une urgence, où que vous soyez, vous à Lyon en ce moment, nous ici,
Si je prenais un malaise, je faisais un infarctus, j'aurais tout de suite des services d'urgence qui arriveraient. Et même d'ailleurs, nous, dans nos zones rurales, on peut même, on a des exemples et encore récents, on vous envoie un hélicoptère qui vous ramène et qui augmente, on a considérablement augmenté les chances de survie et de guérison parce que justement les choses sont prises suffisamment tôt, les gens. Donc, l'urgence absolue, elle est très bien prise en charge partout. Personne ne peut dire qu'il soit isolé. Les collectivités ont participé pour cofinancer les ordres d'hélicoptères, mais c'est fait. Après, si vous voulez, il y a un changement de vie. Vous voulez voir votre médecin pour un suivi régulier à l'heure où il vous aura donné un rendez-vous, et tous les rendez-vous sont pris à l'avance, d'ailleurs parce qu'on a incité les gens à prendre soin de leur santé, parce qu'on vit de plus en plus longtemps et que les personnes âgées consultent davantage, parce qu'on envoie aussi des messages, et parfois il y a aussi des injonctions un petit peu contradictoires de la sécurité sociale, qui envoyait par exemple tous les diabétiques tous les 3 mois pour faire certains examens, alors qu'avant, d'ailleurs on est revenu un peu dessus, ça peut durer tous les 6 mois. Il y a une consultation davantage. Et vous voulez aussi avoir un service immédiat lorsque vous avez de la fièvre dans la journée pour pouvoir être soigné le soir même pour retourner au travail le lendemain. Et là, quand vous voulez avoir ces rendez-vous, les rendez-vous sont saturés avec des personnels médicaux qui ont un peu évolué aussi. Je comprends qu'une jeune femme puisse pas travailler auparavant jusqu'à 9h du soir quand elle a des enfants à récupérer. Donc, on a une organisation à remettre en place qui doit être plus que le manque de personnes, c'est une organisation. Alors, certains départements, on l'a vu, nos voisins, par exemple, de la Saône-et-Loire, ont salarié des médecins qui dispatchent sur l'ensemble du territoire. Il y a des choses aussi privées qui augmentent. On a, nous, dans le Beaujolais, par exemple, un centre de soins médical immédiat, qu'on appelle, et qui reçoit, qui s'organise pour recevoir, justement, les gens qui ne trouvent pas de place immédiatement chez leur médecin traitant et du coup qui ne vont pas aller encombrer les urgences parce qu'actuellement, les gens qui n'avaient pas de recours, même parfois il vous faut un arrêt de travail, donc trouver un médecin pour vous signer l'arrêt de travail et aller encombrer des urgences pour ça, ça me paraît disproportionné. Donc on a essentiellement aussi un problème d'organisation, plus les délégations de tâches. On sait par exemple que les infirmiers sont de mieux en mieux formés, qui font des années supplémentaires, qui vont régulièrement à domicile, sont aussi capables de prendre l'attention d'une personne âgée, qu'on n'est pas obligé d'envoyer le médecin pour aller contrôler l'attention d'une personne âgée pour un renouvellement d'ordonnance. On va remercier Alexis. Merci beaucoup Alexis d'avoir été avec nous. La une de Lyon-Mag du mois de septembre. On la regarde, cette question. Quel sera le 10e arrondissement de Lyon? Villeurbanne, la Mulatière ou Lens? C'est à la une de Lyon-Mag du mois de septembre. Et le prochain numéro, c'est la semaine prochaine. C'est ça Alexis? Tout à fait, mercredi. Mercredi, on suivra ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Alexis André. Évidemment, à très vite. Un mot sur un autre sujet, Bernard Fialaire, puisque Carl Olive, qui est député de la majorité présidentielle, ancien maire de Poissy, qui a dû laisser la mairie, veut revenir au cumul des mandats. Il dépose un texte en ce sens. Est-ce que c'est une bonne idée pour vous, ce retour au cumul des mandats? À titre personnel, je suis contre... Alors, ça dépend de ce qu'on appelle le cumul des mandats. Je suis contre le cumul d'exécutifs et de mandats. D'ailleurs, ce serait une forme de manque de respect pour le travail qui est fourni par les responsables des exécutifs des communes. Si être maire d'une grande commune, c'était un travail annexe pour un parlementaire, ça me paraît plus être dans l'ordre du temps. J'ai été élu local. J'ai cumulé des mandats puisque j'ai été maire, président de mon intercommunalité et conseiller départemental du canton qui avait le même volume. Il y a donc aussi du cumul horizontal qui peut être fait. Certains ont du sens, d'ailleurs, puisque parfois on arrive après à des fusions qui Mais fini les députés maires ou les sénateurs maires. Alors, je crois aussi... Ou ça dépend de la taille des communes. Alors, ça dépend pas forcément non plus de la taille des communes. Je pense qu'on a 500 000 élus en France. 90% sont bénévoles dans leur commune, font un travail remarquable. Être parlementaire et être simplement un élu de base, c'est pas quand même quelque chose de péjoratif. Au contraire, c'est quelque chose qui valorise l'engagement citoyen de gens qui acceptent d'être conseillers municipaux. Quand un maire, quand un député ou un sénateur
siège dans un conseil municipal, vous n'allez pas me dire qu'il ne va pas avoir des informations ni de l'influence. Est-ce qu'il doit avoir le titre de maire pour déléguer une grande partie des choses, finalement, avoir comme sous-traitant son premier adjoint qui fasse le travail à sa place quand il n'est pas là? Je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose de sain. La deuxième chose, on entend parler des élus nationaux qui seraient hors sol parce qu'ils ne sont pas... Enfin, moi, je ne suis plus maire, je ne suis plus élu municipal, je ne suis pas hors sol puisque je l'étais pendant 25 ans. En revanche, je continue à avoir une activité professionnelle et ça, c'est aussi important pour ne pas être hors sol. Merci Bernard Chalère, merci beaucoup d'avoir. C'est un sujet, je vois. Merci d'avoir été notre invité. Dans 20 minutes, grand débat sur la question de la sécurité. On ira notamment à Petit-Queville, c'est dans la banlieue de Rouen, voir comment le maire gère. Et on va recevoir une élue locale, maire d'une grande ville. À votre place, c'est Johanna Roland, la maire de Nantes, qui nous rejoint.